Je viens de passer à peu près, je sais pas, je dirais 2 heures, 2 heures et demie sur les réseaux sociaux. J'ai pas beaucoup de souvenirs de trucs que j'ai regardés. Dans mon feed, il y a de la décoration d'intérieur, il y a de la musique et des trucs un peu mignons aussi. Euh, et j'essaie vraiment de me concentrer sur des choses qui peuvent, je dirais, m'éduquer un peu, me faire grandir un peu à l'intérieur. Mais c'est pas toujours le cas et en plus, je sais pas, c'est juste du temps perdu en fait. Parce que je pourrais très bien m'éduquer en lisant des bouquins ou en regardant, des films, des films qui sont pas des blockbusters. Je me sens un peu honteuse là, ouais, j'ai perdu une matinée et voilà, elle est perdue, que faire d'autre, hein? Je trouve que c'est un peu infernal les applications, enfin les applications. Parce que je parle tout le temps du dating, du coup, je me perds entre applications et réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu infernal les réseaux sociaux parce que c'est si chronophage et en même temps, on peut pas y couper parce que ben tout le monde en parle. Il y a des mèmes qui sont devenus quasiment des références culturelles, des références pop culturelles certes, mais toujours culturelles. Et puis il y a le fait que j'ai l'impression que quel que soit le domaine dans lequel on bosse, il faut être présent sur les réseaux. Je parlais il y a pas si longtemps que ça avec une pote auteure qui me disait que, en gros, elle avait une idée de bouquin et on lui a dit que elle avait pas assez de followers en fait pour être publiée. Je trouve ça aberrant en fait, dans le sens où je suis pas les auteurs que je lis, euh, même ceux que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, je les suis pas. Et puis justement, je sais pas si je lis des livres, c'est pour m'éloigner des réseaux. Ça n'a pas toujours été le cas, mais quelque part, ouais, c'est un peu le sujet, c'est pour m'éloigner des réseaux, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que certains réseaux sociaux, ceux où il y a beaucoup d'écrits, notamment, quand je suis dessus, ça me déprime. Vraiment, je vois ce que les gens disent et tout, et je me sens tellement décalée. J'ai l'impression ouais, je sais pas, ce côté un peu, c'est au-delà de la marginalité, c'est quelque chose de, j'ai l'impression que j'ai absolument rien à voir avec ces gens, pour la plupart. Et non, juste, ouais, j'ai rien à voir avec ces gens, j'ai l'impression. Ça me déprime totalement. Ça me donne le sentiment que j'ai pas ma place dans la société actuelle parce que mon mode de réflexion, de fonctionnement est complètement différent de ce que je peux de ce que je peux voir ailleurs. En tout cas sur les réseaux, mais c'est peut-être pas le bon endroit en fait. En même temps, je dis ça et je cherche mon briquet. Et je suis quelqu'un à qui on dit souvent quand même que, enfin, on me dit souvent que je suis différente dans ma façon d'être et dans ma façon d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai pas l'impression. Et puis je vais sur les réseaux et je me rends compte que j'adhère à absolument rien ou presque rien. Enfin bref, bref, bref. Je suis toujours sur les apps. Enfin, juste une. Juste une parce que j'ai besoin de temps pour vivre des choses intéressantes et positives. Enfin, quand je suis pas sur les réseaux sociaux. Cette semaine, je me suis beaucoup demandé s'il y avait un souci avec les photos que j'ai mises sur mon profil. Je me suis demandé si elles me donnaient l'air débile. Et ça dit un truc sur moi parce que je dis ça parce que quand je vois le genre de personnes que j'intéresse, en fait, souvent je me rends compte que je les trouve pas du tout à la hauteur intellectuellement parlant. Et ça dit quelque chose sur moi, ça dit que je suis un peu élitiste,
que je juge les gens sur l'orthographe. Et c'est pas éliminatoire chez moi une mauvaise orthographe, mais ça fait perdre quelques points quand même. Pourquoi parce que ça me pique un peu les yeux et parce que par expérience, souvent ça s'accompagne aussi de valeurs qui sont différentes. Alors pas forcément les valeurs profondes, mais dans les façons de s'adresser à l'autre et aussi dans les goûts culturels. En fait, ouais, je pense que j'assimile facilement une mauvaise orthographe à une culture que je vais trouver de mauvais goût. Genre le rap français de bas étage. Désolé s'il y a des fans, mais genre Jul, ouais, j'assimile les gens qui ont une mauvaise orthographe à ce genre de. Pour moi, c'est pas du rap, mais si vous voulez, ce genre de rap-là, quoi. Mais bon, il n'y a pas que cette question d'orthographe. J'ai beau être clair sur ce que je recherche. On continue de m'envoyer le message que je suis qu'un morceau de chair, doué de paroles. Et c'est déprimant. Parfois, je me dis que c'est parce que je fais pas vraiment mon âge et que du coup, si j'ai l'air d'avoir 27, 28 ou 30 ans, on peut s'attendre à ce que je sois plus dans une recherche un peu légère. Bien sûr, bien sûr que mon âge est inscrit sur mon profil. Sauf que bon, euh, j'ai tendance à penser que la plupart des gens se contentent de liker, swiper, quelle que soit la méthode de l'application, de manière un peu frénétique. Et il y a aussi cette technique de faire... alors, j'ai beaucoup entendu des mecs parler de ça. C'est liker absolument tous les profils pour voir ce qui match et ensuite faire son choix. C'est... ouais. Enfin, ouais. Je trouve pas ça fou comme façon de faire. Quand on est quelqu'un de l'autre côté qui vraiment prend le temps de regarder et de lire, on a l'impression que les gens jouent pas le jeu et que du coup on est un peu floué dans le process. Et donc ouais, je fais pas mon âge et on me situe souvent à la fin de la vingtaine, je dirais entre 27 et 30. Et la conséquence de ça, je crois que c'est que plus de la moitié des hommes qui m'approchent sur les applications, et même parfois en dehors des applications, sont dans leur vingtaine et la petite trentaine. Et j'aime pas trop ça. Ça me fait limite frissonner de dégoût. J'ai pas vraiment déconstruit tout le sexisme internalisé. C'est comme ça qu'on dit? Internalisé? Je suis pas sûre. Et le conditionnement. Du coup, pour moi, c'est complètement ok de sortir avec des mecs qui ont 10 à 15 ans de plus que moi. En revanche, l'idée de fréquenter quelqu'un de plus jeune que moi, mais genre même 5 ans plus jeune, ça m'angoisse totalement. Et c'est même pas une question, parce que dans ces cadres-là, on parle souvent d'emprise que la personne plus âgée peut avoir sur le plus jeune. Et c'est pas ça le problème pour moi. C'est juste que la différence d'âge, en général, c'est aussi une différence d'expérience. Ironiquement, c'est ce qui, je pense, permet aux mecs plus vieux de choper des femmes bien plus jeunes qu'eux. Parce que ces mecs-là, ils savent éviter les conneries qui nous rebutent avec les mecs qui ont le même âge que nous. Je pense que moi, je développerai jamais cette compétence, celle de devenir un peu manipulatrice avec des gens plus jeunes. Mais je sais que l'écart d'expérience entre une personne plus jeune et moi m'ennuie par anticipation. Je reste convaincue que pour avoir une chance que ça marche, il faut partir du même endroit, émotionnellement parlant. Et je connais pas beaucoup de personnes de moins de 30 ans
qui sont clairs avec leurs émotions, et des mecs de moins de 30 ans qui sont au clair avec leurs émotions, je pense que j'en connais aucun. Bref, c'est peut-être un peu dur, mais en gros, j'ai pas le temps d'apprendre la vie à quelqu'un. Toutefois, la solitude et quelques discussions avec des gens plus ouverts que moi m'ont décidé à faire tomber cette barrière. Cette semaine, j'ai accepté de lancer la conversation avec un bibliothécaire de 28 ans. C'est 12 ans de moins que moi. C'est une petite vie. Je pourrais avoir un enfant de cet âge-là. 12 ans, pas à 28. Donc, je vous disais, il est bibliothécaire, donc on commence à parler du catalogue de certaines bibliothèques et du fait que ceux qui les composent choisissent parfois de ne pas commander d'œuvres rares et ou considérées comme complexes parce qu'elles estiment qu'elles n'intéresseraient pas la population visée. Il marque des points. Il me dit que c'est de la fausse bienveillance, mais on s'étend pas sur le sujet. Il a dit ça et du coup je le trouve cool. C'est compliqué d'enregistrer aujourd'hui. J'entends des enfants à l'extérieur parce que j'enregistre avec la fenêtre ouverte. Je les entends vivre et ça me déconcentre un peu, j'ai du mal à vous parler. Je sais pas vous, garçons et filles confondus, mais est-ce que ça vous fait ce truc quand vous entendez un enfant pleurer ou faire beaucoup de bruit et en fait ça vous met comme en état d'alerte? Je pense que chez moi c'est le seul truc qui pourrait être le seul mécanisme biologique qui pourrait de près ou de loin ressembler à une sorte de prédisposition à la maternité. Cela dit, plus je les entends, moins ça me donne envie de maternité. De toute façon, pour moi, je pense, il doit me rester entre 3 et 4 heures de fertilité, ou peut-être entre 3 et 4 ans, je sais pas, mais plus beaucoup. Et c'est ok parce que j'arrête pas de me dire que si jamais j'avais un enfant, ça me saoulerait parce que ça demande tellement de temps. Et je sais très bien, les gens qui ont des enfants, ouais, c'est tellement d'amour et c'est cool et ils t'apprennent plein de choses et machin, tout ça. Ok, d'accord, mais j'ai d'autres choses à accomplir en fait et on est vraiment très nombreux sur Terre. C'est pas forcément de la qualité, mais tant pis en fait. Tant pis. Et puis en plus, c'est pas dit que parce que je suis une personne de qualité, je vais mettre au monde quelqu'un de qualité en fait. Ça, c'est la pire des angoisses. T'imagines? Tu mets au monde. C'est même pas une question d'intelligence ou de beauté ou de. Tu mets au monde un Jeffrey Dahmer, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Franchement. Donc ouais. Où est-ce que j'en étais? Je vais aller fermer la fenêtre. Ouais, on parle du catalogue de certaines bibliothèques et lui il dit que c'est de la fausse bienveillance, on en était là, plus ou moins. Je trouve pour le moment plutôt cool. Et puis il me parle de sa solitude, pas de manière très profonde, hein, juste il me dit juste que en gros il est loin de sa famille et que ça fait pas très longtemps qu'il est à Paris, donc qu'il a pas beaucoup de potes, qu'il passe beaucoup de temps seul. Moi j'ai grandi à Paris et j'ai pas beaucoup de potes. Et je passe beaucoup de temps seule. Mais je lui dis pas parce que je trouve que ça fait un peu pitié, en fait. Enfin, malgré ça, hein. Enfin, quand même. J'aime bien qu'il me parle de sa solitude. Ça active un peu en moi cette espèce de kink que j'ai pour les hommes tristes. Et ce soir-là, le soir où je lui parlais, j'étais en train de regarder le docu Netflix Ashley Madison, qui raconte comment le hack d'un site de rencontre extra-conjugal aurait détruit des vies. Je parle au conditionnel parce que je suis pas allée au bout. Ça m'énervait de voir des gens justifier leur infidélité par des excuses bidons du genre ah j'ai horreur de la routine ou de voir le manque d'ouverture, l'ignorance et l'hypocrisie de la société américaine sur la vie de couple.
Et surtout, je supportais plus d'entendre des gens dire que le sexe et les sentiments, ça n'a absolument rien à voir. Encore un moment, je me suis sentie genre décalée, inapte. Donc ça m'énervait. Et puis pour alimenter la conversation, je lui en parlais. Et à chacun de mes coups de gueule, il répondait par un emoji shoulder shrug, haussement d'épaule. Je kiffais pas trop ça. J'aime bien les gens qui ont des avis. C'est juste que ça permet de ne pas discuter tout seul, en fait. Et ça m'énervait d'autant plus que mes déclarations devenaient de plus en plus tranchées. Des trucs sur l'amour et le sexe, un peu péremptoires, des tas de principes que j'ai moi-même jamais respectés, je crois. Et je sais pas, j'ai dû le heurter à un moment donné parce qu'il a fini par me traiter de boomer, sans même prendre la peine de l'accorder au féminin, figurez-vous. Ça m'a encore plus énervé. Parce que le mot boomer existe pour désigner les personnes nées après la Seconde Guerre et que je suis une milléniale qui se plaint de plus en plus du fait que on utilise fréquemment les mots n'importe comment. Notamment le mot millénial d'ailleurs. On dit ça, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour désigner n'importe quel jeune, mais non, non, il y a une période et ça commence dans les années 80. Alors je lui ai dit un truc du genre, c'est pour ça que je couche pas avec des gens plus jeunes. J'ai pas le courage d'essayer d'enrichir leur vocabulaire. Il m'a bloqué. Moi, ce que je recherche, c'est des gens qui débattent un peu, qui ont du répondant. Donc, je me suis dit, ok, cool. Et en même temps, c'est d'une violence le blocage. T'es en train d'écrire et pouf, il n'y a plus rien, ça s'arrête en fait. Il y a la barre, euh, la barre où s'affichent tes caractères qui disparaît carrément. C'est un peu une sorte de ferme ta gueule en fait. Un ferme ta gueule qui est quasiment physique puisque bah, on t'a un peu mis la main sur la bouche en supprimant cette petite barre. Et là, je me suis dit, je pense que je pense que je vais rester célibataire toute ma vie si je continue à être moi-même, hein. J'ai été triste un moment parce que c'est jamais agréable de se faire bloquer par un débile. Et puis, je me suis dit, après ça, tant pis, tant pis. En plus, il avait plein de red flags du genre, je voyage beaucoup. Pour moi, c'est un red flag. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à fond sur le voyage, qui parlent beaucoup de ça, et qui partent dès qu'ils en ont l'occasion, pour moi, c'est des gens qui cherchent à fuir leurs responsabilités et qui sont pas dans la construction de choses. C'est débattable, certes, mais l'expérience m'a souvent prouvé que j'avais raison sur ce point. Le lendemain, un mec qui se faisait appeler Cabrel, référence à Francis, m'a écrit pour dire qu'il voulait juste me baiser et que si j'attendais autre chose, je perdais mon temps. J'ai répondu cool, va te faire voir. Et il a répondu t'as pas compris, c'est moi qui baise. J'en avais la nausée sur le moment. Évidemment, j'ai arrêté de répondre. Et lui, il a continué à m'envoyer des emojis bisous jusqu'à ce que je le bloque. J'ai partagé l'échange sur mes réseaux, en l'anonymisant évidemment, sur le compte Instagram de la meuf inutile. Ça en a choqué quelques-unes qui sont venues me demander pourquoi j'étais sur les apps. Vous avez écouté le podcast, les gens? J'arrête pas de dire que je suis genre solo de ouf, single, genre dans la solitude la plus totale. Donc évidemment que je suis sur les apps. Je sors jamais de chez moi, les gens. D'autres m'ont dit que c'était traumatisant. Peut-être. Est-ce que c'est vraiment un trauma quand quand c'est un truc que tu vis très régulièrement? Je sais pas, c'est pas agréable certes, mais je sais pas pourquoi je vois dans le traumatisme quelque chose qui survient soudainement, auquel on s'attend pas. Et en réalité, je pourrais pas dire exactement combien, mais ça représente plus de la moitié de mes échanges, je crois, sur ce genre de plateforme. On m'y propose souvent, très souvent, du sexe, parfois poliment, souvent de manière aussi violente que Cabrel. Je peux rien y faire.
Ça me déprime un peu. Parfois, je me demande si c'est à cause de mes photos, si j'ai l'air débile, ou au contraire, si j'ai l'air si maline qu'on a envie de m'humilier. Et puis, mes photos, c'est beaucoup de close-up de mon visage. Qu'on appelle ça des portraits, je crois. C'est beaucoup de portraits. Une photo où on voit un peu en entier pour qu'on comprenne que je suis pas une personne mince, hein, mais que ça va en fait. Euh, j'ai pas à me cacher. Et aussi, bien sûr, je me demande si ce genre de traitement n'est pas réservé qu'aux femmes noires, dont je fais partie, pour ceux qui commencent le podcast par cet épisode. Parce que quand j'aborde le sujet avec mes amies non racisées, elles ont l'air au départ, de savoir de quoi je parle, jusqu'à ce que je leur montre la nature des échanges ou que je cite quelques phrases qui m'ont marqué. Ça crée des espèces de petits moments de malaise, des gros silences que j'interprète comme mais pourquoi tu me racontes ça, c'est horrible. Finalement, elles essaient de passer à autre chose en me disant que c'est pareil pour tout le monde. Sans doute pour me rassurer, surtout pour mettre fin à l'échange, changer de sujet. Mais c'est faux en fait. C'est pareil pour tout le monde, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse vous dire, je pense. Que ce soit sur les apps, au boulot ou dans la vie en général. Ce n'est absolument jamais pareil pour tout le monde. Après, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de parler de ça. Je parle des autres femmes qui me ressemblent. Donc je reste un peu là dans mon coin et je me demande, est-ce que c'est moi? De toute façon, même si c'est moi, j'ai pas l'intention de changer. C'est quoi mon kink pour les hommes tristes? Ouais, je sais bien que vous vous demandez, hein. C'est rien d'extraordinaire, hein. Je vais essayer de m'expliquer comme ça. Disons juste que voir un homme pleurer ou voir un homme en mode dépressif, genre Angel, le vampire amoureux de Buffy dans la série, m'attire vachement plus que les gens qui ont l'air heureux de vivre. Tiens, c'est marrant, je parlais des gens qui utilisent mal les termes. Et en fait, on peut pas appeler ça à proprement parler un kink dans la manière dont je vous le décris. Et c'en est vraiment un, pour des raisons que je vais pas détailler parce que c'est beaucoup trop personnel, vous voyez. Je reprends. Ouais, ou le style Angel, le vampire amoureux de Buffy dans la série, ça m'attire vachement plus que les gens qui ont l'air heureux de vivre. D'ailleurs, pour les fans de Buffy, ceux qui connaissent bien la série notamment, j'ai développé un méga crush sur Spike, le méchant vampire, quand il est devenu complètement dépressif à cause de ses sentiments pour Buffy. C'était fou, hein. Bon, j'étais genre ado, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans. J'étais vraiment genre folle amoureuse de Spike. Genre, Angel, je le trouvais mignon, mais Spike, c'était vraiment la folie. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, sinon je vais devoir vous donner des détails. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est trop personnel, hein. Si vous aimez les digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie, montrez-le avec des étoiles sur les plateformes de streaming et en parlant dans la vraie vie. Suivez le podcast de la meuf inutile sur Instagram. Bref, show me the love. Bisous.